Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 14 novembre, j'ai été l'invité de CNews pour un débat qui portait sur plusieurs sujets. D'abord, cette tentative d'évasion à la prison de Fresnes qui nous a permis de parler des prisons. Ensuite, les propos polémiques d'Éric Zemmour au Bataclan. Et enfin, la question migratoire aux frontières est de l'Europe. Alors vous allez le voir, c'était pour ma part un débat assez calme, pour une fois, où moi j'ai pu prendre la parole dans des situations où on me la coupait pas trop, ce qui est assez rare. En revanche, pour les autres invités, il y avait un élu du Rassemblement national qui était insupportable, qui coupait la parole sans arrêt et qui rendait les choses assez inaudibles. Je vous mets en bas de cette vidéo le sommaire pour que vous puissiez accéder aux différentes parties de manière assez rapide et choisir ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo et pouvoir y aller directement. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Dubu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de La République En Marche. À vos côtés, André Rouget. Bonjour. Bonjour. Député européen du Rassemblement national. Et de l'autre côté de la table, Éric Chall. Bonjour. Bonjour. Délégué général de l'UDI. Et Antoine Léaumont. Bonjour. Bonjour. Orateur national de la France insoumise. On commence tout de suite avec cette tentative d'évasion étonnante. La scène se passe à la prison de Fresnes. Tôt ce matin, des surveillants ont arrêté une détenue censée se trouver derrière les barreaux de sa cellule située au 2e étage de l'établissement. Cette femme aurait tenté de s'évader en creusant le mur de cette cellule, puis en gagnant à l'aide de draps le chemin de ronde. Et c'est là qu'elle a été rattrapée. Les circonstances exactes restent encore floues. On le redit, on parle du 2e plus gros établissement pénitentiaire de France et on parle donc d'un établissement qui n'est pas considéré comme complètement sécurisé. Jérôme Dubu, c'est pas normal? Non, mais Fresnes pose un problème depuis des années. Effectivement, on sait que la prison est très dégradée. C'est effectivement le 2e secteur pénitentiaire de France. C'est une des prisons les plus importantes de France. La première est en Fleury-Mérogis. En Fleury, donc on est toujours en Île-de-France pour les deux. Mais effectivement, il y a un problème de rénovation qui est très important à Fresnes. Moi, j'ai moi-même visité. C'est un serpent de mer, il y a un certain nombre d'années, je crois il y a 7 ou 8 ans, et c'était déjà dans un état lamentable, sous un autre gouvernement d'ailleurs. Mais depuis, j'ai pas l'impression qu'on ait fait beaucoup de progrès et beaucoup de travaux. Pourquoi on ne rénove pas ces prisons si la sécurité si des détenus et de... L'histoire de la rénovation et de la création de places de prison, c'est un peu le marronnier de tous les gouvernements. Emmanuel Macron, quand il est arrivé, a prévu 10 000 places de prison supplémentaires. Aujourd'hui, il y en a à peu près 6 000 qui sont réalisées ou rénovées. Si, c'est 6 000. Et il y en a 7 000 qui sont en programmation. En l'occurrence, on ne parle pas de création de places de prison. On parle de rénovation d'installations existantes. Je parle de création. Donc on n'est pas à 10 000, je l'avoue, très clairement, mais on est bien à 6 000 de plus et on est à 7 000 engagés. Donc ça n'est pas négligeable par rapport à ce qu'avaient fait les gouvernements précédents. Alors on ne peut pas s'en contenter, je suis bien d'accord, parce qu'on voit ce qui se passe et les conditions des prisons ne sont globalement pas très bonnes en matière de... Il y a un besoin de rénovation, un plan de rénovation global de ces prisons, mais il faut aussi créer des places. Alors, on rappelle aussi pour les faits, parce que M. Carrard en a parlé, je vous donne la parole tout de suite après, en 2018, donc, un tribunal administratif avait donc donné 6 mois à l'État pour, à Fresnes, agrandir les cours de promenade, les nettoyer, améliorer la sécurité. Le ministère de la Justice avait fait appel rejeté. Il y avait eu un pourvoi ensuite devant le Conseil d'État. Il y a un mois, le Conseil d'État a rejeté donc ce pourvoi en rendant effective la condamnation définitive de l'État. Il s'agit maintenant de passer à quelque chose de plus concret. J'entends Monsieur Dubu qui dit qu'Emmanuel Macron avait annoncé 10 000 places de prison, mais enfin il a annoncé tellement de choses. Il avait annoncé aussi qu'il serait le président du pouvoir d'achat, et on a vu. S'agissant des établissements pénitentiaires, il est bien évident qu'il nous faut dans le pays un plan prison tel qu'il a existé il y a de ça quelques années et qui a malheureusement été interrompu lorsque Madame Taubira était garde des Sceaux et ministre de la Justice. Donc il faut un plan de construction d'établissements pénitentiaires. Il faut aussi un plan d'aménagement pour les courtes peines, ce qu'a proposé Marine Le Pen. Il est bien évident qu'un terroriste et quelqu'un qui est condamné à une peine de prison légère d'1 mois et demi n'ont pas à cohabiter dans le même établissement. Et ça existe déjà dans des pays tels que les Pays-Bas, où le patrimoine foncier de l'État est reconverti pour les courtes peines. Ce sont les hôtels, les anciennes casernes, etc. Histoire de désengorger les prisons. Et troisièmement, s'agissant de désengorger les prisons et la surpopulation carcérale, il serait absolument normal et logique que les criminels et délinquants d'origine étrangère aillent effectuer leur peine dans leur pays d'origine.
Encore une fois, si on peut revenir, donc c'est l'état aussi de nos prisons avant de parler du manque de place. C'est vrai qu'à Fresnes, on parle de 25 personnes dans un espace d'environ 45 mètres carrés selon un rapport. Éric Chasles, vous êtes allé à Fresnes récemment, vous l'avez constaté cette vétusté? Effectivement, enfin, j'y suis allé dans le cadre de mes fonctions justement au sein de la région de France. Vous n'avez pas été incarcéré, pardon, j'ai mal formulé. J'en suis sorti effectivement rapidement. Il n'a pas voulu s'échapper. On peut s'évader. Il n'a pas voulu s'échapper, non. Ça a été vite. Sérieusement, parce que le sujet l'est. Effectivement, nous, au sein de la région Île-de-France, on a décidé d'accompagner l'État parce que dans ce projet de construction de places, d'une part, de rénovation. Ah, mais vous revenez tous à la construction de places. Non, mais il y a la construction de nouvelles places et de rénovation, mais c'est les deux. Parce que de toute manière, si vous voulez élargir. Et puisqu'on n'a rien fait sur la rénovation depuis des années, c'est vrai que l'histoire de création de places, elle va. Tout à fait rien fait, non. Barbara, tout va de pair en réalité. Parce que lorsque vous voulez rénover des places existantes, vous devez bien trouver un endroit où loger les détenus actuels. Donc vous ne pouvez pas simplement dire on va rénover des places et on va faire encore plus de surpopulation carcérale dans les autres places. Donc celles qui préexistent. Donc vous devez à la fois créer de nouvelles places et à la fois rénover les existantes. Et ces deux schémas évoluent parallèlement. Vous êtes très complaisant avec le gouvernement quand vous nous dites qu'il a annoncé 10 000 places et qu'il y en a 6 000 qui sont lancées. Il y en a 5 000 qui étaient lancées dans le gouvernement précédent et je n'ai pas l'habitude de valoriser l'action du gouvernement précédent. Et il a lancé 1200 places qui, cette dernière année, commencent à débuter. C'est-à-dire que la réalité sur les engagements des 10 000 nouvelles, il y en avait 0 jusqu'à il y a quelques jours. C'est pas vrai. Mais si, c'est il y a 6 000. Mais il y a au mois de mai 2022, il y aura 6 000 places supplémentaires. C'est inexact, mais je ne veux pas polémiquer avec vous sur ce sujet-là parce que c'est pas inexact. Je suis là pour vous dire que nous, au niveau de la région Île-de-France, on essaye d'accompagner ce tant chemin. Mieux, parce que c'est nécessaire. Il y a 3 choses à faire. Je vais très rapidement en un mot. Il y a la construction et la rénovation des places d'une part, et d'autre part, il faut que nous intégrions également l'idée qu'il faut développer des formes alternatives à la détention. Parce que trop souvent, comme d'autres formes de peines alternatives ne fonctionnent pas en France, les magistrats rechignent à les prononcer. Ils prononcent des peines d'emprisonnement qui, la plupart du temps, ne sont pas exécutées. Le TIG, le travail d'intérêt général, est une peine alternative très utile. Elle l'est également pas assez prononcée parce que les magistrats craignent qu'elle ne soit pas exécutée parce qu'il n'y a pas assez de place. D'où la nécessité d'augmenter le nombre de places de TIG et c'est aussi un sujet sur lequel nous travaillons. Antoine Léaumont, aurez-vous la même conclusion que les autres? J'ai en tout cas des points d'accord avec ce que vous venez de dire. Nous, on avait, dès le début du mandat de nos députés à l'Assemblée nationale, autour d'Hugo Bernalicis, on avait commencé une enquête sur les prisons parce que les députés ont le droit de faire, c'est dans leur pouvoir, de visiter n'importe quel lieu. Il y a eu des tonnes des enquêtes sur les prisons qui arrivent tout au même constat. C'est aller sur place pour permettre de se rendre compte de l'état des prisons. Je peux vous dire que quand ils nous ont fait le rendu de l'état de nos prisons en France, particulièrement à Marseille, c'est des situations qui sont des situations déplorables. Alors, et c'est ce qu'avait fait le tribunal administratif avant de condamner l'État, justement, c'était rendu, c'était assez rare. Et là, on en parle. Nous, on en parlait pour parler de la vie des détenus eux-mêmes, c'est-à-dire des conditions que vous évoquiez tout à l'heure. 25 personnes dans 40 mètres carrés, c'est quand même un peu limite. Mais on voit aujourd'hui que ça pose aussi des problèmes de sécurité, puisque cette vétusté fait que une détenue a failli s'échapper de cette prison. Effectivement, il faut passer aussi à d'autres peines. Si on veut désengorger les prisons, il y a tout un panel de peines qu'il est possible de mettre en place. Actuellement, dans la justice, il y a 250 000 personnes, en gros, qui sont sous le coup d'une décision de justice. Or, en prison, on est à autour de 70 000 personnes. Donc, on voit bien que les 180 000 restantes ont d'autres peines qui sont utilisées. Il faut, je crois, sur ces sujets, revenir à la raison, mettre les moyens, effectivement, déjà pour rénover les prisons qui sont existantes, et si on veut libérer des places de prison, peut-être réfléchir à des formes des peines alternatives, d'autant plus que on constate que certaines fois, la prison va pousser à davantage de délinquance. C'est-à-dire, on arrive petit délinquant et on finit parfois grand criminel dans ces prisons-là parce qu'on y rencontre des gens qui eux-mêmes ont de l'expérience dans le métier. Donc voilà, je pense que, et c'était quelque chose que vous disiez tout à l'heure aussi, pour les petites peines ou les peines qui sont assez légères, on peut réfléchir à des solutions alternatives et qui en plus nous éviteront de créer des criminels en puissance derrière. Mais même en l'état actuel des choses, avec la réforme du Pont-Mariti sur la suppression des suppressions des moyens qui sont mis en œuvre sur les prisons, on va devoir absolument en créer. Parce que... non, je rigole pas. On va devoir en créer même plus que prévu, puisque l'automatisation de la peine, la réduction de l'automatisation de la peine, c'est terminé.
C'est terminé avec la loi du pont maritime. Donc ça complique encore un peu plus la tâche. Ça complique encore un peu plus la tâche. Donc de ce fait, il va falloir en régler et en créer beaucoup plus. Comme le dit Jérôme, indépendamment des peines alternatives, il manque de toute manière 20 000 places. Donc il faut créer ces places, il faut rénover les existences et surtout, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit, développer aussi les peines alternatives pour toutes les infractions intermédiaires. On n'a pas fini d'en parler. C'est ce que je conclus. Bon, comme l'actualité est chargée aujourd'hui, on va enchaîner tout de suite avec le deuxième sujet du jour. À 5 mois de l'élection présidentielle, le lieu incontournable ce week-end, c'était la porte de Versailles à Paris, lieu où se déroule le salon du Made in France. Parmi les visiteurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient candidats déclarés ou non, ils ont été nombreux en tout cas à se montrer pour défendre la production française. Dernier qui soit passé tout à l'heure, Éric Zemmour. On voit ça avec Marie Conan. Pour porter bien haut les couleurs tricolores, monsieur Zemmour, ce serait un plaisir de vous remettre cette barrière. Premier stand, premier essayage. Éric Zemmour n'hésite pas à se mettre en scène pour défendre les industries françaises. Magnifique comme ça, non ? Un seul mot d'ordre, renouer avec notre souveraineté économique. Et pour cela, le polémiste n'hésite pas à rappeler les propos du général de Gaulle. La puissance économique de la France, c'est bon pour les Français, pour la prospérité des Français, mais c'est aussi bon pour la puissance de la France parce qu'elle peut parler haut et fort dans le concert des nations. Si l'Allemagne aujourd'hui nous méprise, c'est parce que justement nous n'avons plus d'industrie. Un projet loin de faire l'unanimité chez les exposants. Éric Zemmour, comme un autre, apporte un intérêt fort, aborde des sujets de fond et propose d'agir sur des mesures qui sont extrêmement importantes pour l'industrie française. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a une stratégie offensive, qui a montré ses preuves dans d'autres pays comme aux États-Unis, au Brésil ou encore en Pologne. J'espère qu'il n'aura pas le succès de ses modèles. Défendre et développer le savoir-faire bleu-blanc-rouge, un enjeu de campagne présidentielle qui pourrait expliquer cette année encore le succès du Made in France. Alors, correction de ma part, ce n'était pas Marie Conan, c'était Alexis Vallet. Voilà, excusez-moi Alexis. Alors, on revient sur ce salon. C'est vrai qu'ils ont été nombreux à s'y présenter. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. Tout le monde vient défendre le Made in France. Évidemment, on ne peut que s'en réjouir, même si la ficelle est un peu grosse, Antoine Léaumont. C'est-à-dire que pour défendre le Made in France réellement, il faut avoir des mesures qui sont associées à ça. Ce que nous avons dans le programme que nous allons publier jeudi prochain. Ces mesures, c'est quoi ? C'est d'abord mettre en place des mesures protectionnistes pour protéger l'industrie française là où elle pourrait se mettre en place. C'est-à-dire la protéger sur certains domaines, faire un protectionnisme négocié avec les autres pays, parce qu'il est évident qu'on ne va pas tout pouvoir relocaliser du jour au lendemain. Ensuite, c'est augmenter les salaires. Et ça, on en a discuté avec les exposants du salon du Made in France. Leur premier problème, c'est que produire en France, ça coûte plus cher, et que donc, puisque ça coûte plus cher, alors pour avoir des clients, il faut des clients avec des salaires qui sont plus élevés. Et les gens qui font le Made in France avec lesquels nous avons discuté, nous disent eux aussi qu'il faut augmenter les salaires, ce que nous proposons nous, avec notamment l'augmentation du SMIC. Et puis enfin, si on veut mettre en place ces mesures-là, il faut aussi être cohérent au niveau européen, et c'est-à-dire ne pas respecter les directives européennes qui empêcheraient de mettre en place, par exemple, ces mesures protectionnistes. Voilà, il faut être capable d'être cohérent. Nous avons un programme sur ce point-là qui est cohérent, qui vise à aider ceux qui veulent relocaliser la production en France. Je pense que d'autres sont un peu légers sur ces questions-là, et quand on prône un libéralisme à tout crin, sans frontières, etc., alors il ne faut pas s'étonner s'il y a des délocalisations, parce qu'on n'est pas capable d'être compétitif vis-à-vis d'autres pays. Oui, je ne partage pas les solutions, mais vous avez le mérite d'en proposer. Et ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, on voit des gens, à commencer par Éric Zemmour, défiler dans le salon, expliquer qu'il faut relocaliser, il faut industrialiser, il faut produire en France, et en n'expliquant pas comment faire. Alors, pardon, j'ai des solutions qui sont diamétralement différentes aux vôtres, mais c'est le principe du débat. Si on veut pouvoir relocaliser, si on veut réindustrialiser, en fait, il faut baisser le coût du travail. Et si vous voulez baisser le coût du travail massivement, il n'y a qu'une seule solution, parce que l'argent, c'est pas gratuit, c'est un transfert de fiscalité. Donc, vous devez baisser le coût du travail par une augmentation de la TVA de 2 points. Mais cette augmentation de la TVA doit se répercuter sur 2 choses. Pour 50%, une baisse des charges sur le travail pour baisser le coût du travail, et par 50%, une augmentation des salaires, parce que l'augmentation des salaires compensera mécaniquement, même en mieux, la hausse de la TVA. Ce double rapport vous permet à ce moment-là d'avoir des charges qui pèseront pas sur le travail, mais sur les importations. Et c'est comme ça que l'emploi en France et la production en France va devenir compétitive. Ce sera
favorable au salaire, ce sera favorable à l'emploi, ce sera favorable au consommé local et accessoirement, et ce sera aussi favorable à l'écologie puisqu'on partira sur des circuits courts. Ça résout tous les problèmes. C'est un peu tout ça a été un peu réducteur. Moi, je vais prendre la parole sur ce sujet parce que c'est un sujet qui m'énerve un peu, puisque tout le monde en parle et c'est vraiment la tarte à la crème depuis, une trentaine d'années en France. On dit on va réindustrialiser. En réalité, on n'a rien réindustrialisé. Sauf qu'au fur et à mesure, les industries sont parties, ont été fermées et on les a jamais sauvées. Il y a eu un rapport où tout est dit, qui est le rapport gallois, qui est paru en 2013 à la demande du gouvernement de François Hollande, de la présidence de François Hollande. Tout est dit dans ce rapport, il suffit de l'appliquer. Et ce ne sont pas des mesures qui sont des mesures protectionnistes qui se retourneraient très rapidement contre nous, compte tenu du déficit commercial que nous avons. Évidemment, les mesures de rétorsion seraient bien pires que celles que nous pourrions appliquer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut baisser les charges, effectivement, et notamment supprimer les impôts de production. C'est à peu près 80 milliards d'euros qui pèsent sur les entreprises aujourd'hui. C'est effectivement un désaccord que nous avons avec un certain nombre de gens qui veulent au contraire augmenter les impôts. Bon, nous voulons les baisser. Et nous avons commencé à les baisser, d'ailleurs, puisque je rappelle que les impôts de production, et ça a été salué par l'ensemble des chefs d'entreprise, ont commencé à baisser sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Deuxièmement, il faut se poser la question, pas seulement un problème de fiscalité, ni un problème de pouvoir d'achat. Il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut créer et quelle industrie sur laquelle on veut se concentrer. Et là, on a un vrai problème. C'est-à-dire que nous, on s'est concentré... On a nos points forts en France. Non. Par exemple, l'industrie automobile, c'est un bon exemple. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'industrie automobile ? On a choisi des créneaux qui sont des créneaux bas de gamme et moyenne gamme. Total, on a perdu totalement le haut de gamme au profit de l'Allemagne, c'est très clair, vous regardez, on n'a jamais réussi à faire une voiture, nos constructeurs n'ont jamais réussi à faire une voiture de ce sujet-là et de cette gamme-là qui puisse se vendre, et on a perdu tout ce créneau. Et il y a des tas d'industries où ça s'est passé comme ça. On a privilégié le moyenne gamme et le bas de gamme, et on a perdu le très haut de gamme, qui est à forte valeur ajoutée, et qui évidemment est parti ailleurs, notamment en Allemagne. Alors André Rouget et Anthony Homo qui répondra pour Monsieur Dubu, il faudrait commencer par faire en sorte que votre champion, Monsieur Macron, évite de brader les fleurons de notre industrie, comme il l'a fait lorsqu'il était secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée, puis ministre de l'économie et des finances, comme il l'a fait avec Alstom, qu'il a cédé à des intérêts étrangers, notamment américains, de General Electric. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut favoriser le développement des entreprises et faire en sorte que l'on ne prenne pas d'argent aux entrepreneurs pour qu'ils puissent embaucher. Marine Le Pen, qui s'est rendue au salon du Made in France vendredi dernier, comme elle le fait régulièrement, et pas seulement en période électorale, a fait une proposition qui est d'exonérer de charges les jeunes entrepreneurs créateurs, et qui soient exonérés de charges pendant une période de plusieurs années, jusqu'à ce que leur entreprise ait trouvé une vitesse de croisière. Anthony Homo, alors pour conclure, il vous reste 2 minutes 30. Ok, ça parfait. C'est avec intervention possible, effectivement. Chaque fois qu'on parle de baisser les impôts, baisser les charges, comme vous dites, on parle de supprimer de l'argent dans les caisses de l'État qu'il va bien falloir récupérer par ailleurs. Donc en général, il faut proposer. Vous avez proposé d'augmenter la TVA. Moi, je trouve que la TVA, c'est le truc le plus injuste, puisque c'est un impôt qui est plat et qui ne joue pas en fonction du revenu. Nous, ce que nous proposons, et particulièrement pour les entreprises, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un fonds de solidarité inter-entreprise, pour faire en sorte que l'impôt soit moins élevé pour les petites entreprises et plus élevé pour les grandes entreprises. À l'heure actuelle, mais les deux sont liés, vous le savez. À l'heure actuelle, on a l'effet inverse. On a des grandes entreprises qui payent moins d'impôts que les petites entreprises. Vous savez combien ensuite, un emploi qui est créé dans une grande entreprise, vous savez combien ça en génère dans les PME et dans les TPE? Ça en génère 10. Donc les deux sont liés. Très bien, mais c'est absurde. Taxons-les davantage. Non, mais c'est pas du tout. Et je suis désolé, quand Total verse 7 milliards d'euros, quand Total verse 7 milliards d'euros, quand Total verse 7 milliards d'euros de dividendes, quand Total verse 7 milliards d'euros de dividendes et qu'on est en train de se plaindre de l'augmentation des prix à la pompe, je pense qu'il serait aussi possible de dire, bon bref, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que ça va avoir simplement pour revenir sur, non, ça va avoir sur imposer les grandes entreprises. Mais simplement pour revenir sur un point, il faudrait déjà commencer par pas laisser fermer les entreprises qui sont chez nous. Moi, dans mon département, il y a une entreprise qui s'appelle Alvance Wheels. Il y a 287 salariés dans cette entreprise. On produit des jantes en aluminium. C'est la dernière entreprise de France qui est capable de produire des jantes en aluminium. Renault ne passe pas de commande à cette entreprise
entreprise et veut délocaliser au Maroc pour économiser, accrochez-vous, 5 € par roue, d'accord, 5 €. L'État est actionnaire de Renault à hauteur de 15%. Pourquoi Emmanuel Macron ne demande pas à Renault de passer les commandes en France? Et si jamais il a les fois, si jamais il est peureux sur ce plan-là, qu'il nationalise Alvance Wheels pour sauver cette production. C'est toujours les vieilles recettes, bien sûr. Qu'il la nationalise de manière temporaire. Ça en 2017. Écoutez, c'est une manière. Vous ne voulez pas, donc vous voulez faire du Made in France, vous voulez faire du protectionnisme et de la nationalisation. Exactement. C'est ce que ça donne dans d'autres. Cela dit, il est vrai qu'il y a une cohérence à ce que l'État. Attendez, vous parlez de ça en même temps, c'est pas possible. Je comprends pas comment on veut faire. Ce que je trouve très surprenant dans votre approche, c'est que, notamment quand vous parlez de la TVA tout à l'heure, vous opposez en fait les Français entre eux. Vous dites qu'il y a les Français riches et les Français qui le sont. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français, l'emploi des Français par rapport aux autres pays du monde. Et avec votre approche de vouloir opposer des Français qui gagneraient plus et des Français qui gagneraient moins, vous vous rendez pas compte que ce qui nous importe, c'est de taxer aux importations. Et c'est pour ça que la TVA nous permet de lutter contre les importations. Vous n'avez que ça à proposer. On va s'arrêter quelques minutes, on reprend la discussion juste après. On peut récupérer super simplement 3 milliards d'euros en imposant les riches. Ce sont les mêmes recettes qu'en 2017. Nous poursuivons les débats dans 90 minutes info week-end. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur Éric Zemmour qui est revenu encore une fois ce matin sur la polémique qu'il oppose par médias interposés à François Hollande sur cette question de la responsabilité de l'État en 2015 vis-à-vis des attentats. On va d'abord regarder le zap politique monté par Camille Baron et on poursuivra les débats avec nos invités juste après ça. Non. On n'a pas le zap politique. Alors, je vous propose d'entamer tout de suite cette page consacrée à la polémique qui oppose Éric Zemmour et François Hollande. Éric Zemmour, donc, accusait hier l'ancien président d'avoir su que des attentats allaient survenir, mais de n'avoir rien fait. Écoutez, il a été réinterrogé ce matin sur la question. Alors, décidément, la technique nous joue des tours. On va attendre, c'est pas grave, on est 4 sur ce plateau et on a des idées à défendre. On va faire un zap politique sur le plateau. Voilà, revenons sur ce qui oppose François Hollande et Éric Zemmour qui chaque jour finalement réitèrent leurs propos. Oui, non, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, la première, c'est le choix d'Éric Zemmour de parler devant le Bataclan ce jour-là. C'est une journée de recueillement, c'est indécent, c'est grossier, c'est vulgaire. D'ailleurs, ça a été souligné par toutes les personnes qui étaient présentes. En soi, c'est vraiment choquant. Par ailleurs, il le fait uniquement pour faire une provocation verbale qui ne met rien de neuf sur la table, parce que quasiment tous les responsables politiques disent depuis 2015 qu'il y a eu de la naïveté en septembre 2015. Souvenez-vous, on était il y a les réfugiés syriens qui arrivent. On était dans un climat assez particulier à cette époque-là. Il y a Angela Merkel qui explique que l'Allemagne va prendre sa part. Il y a cette fameuse image, vous vous en souvenez, de cet enfant syrien sur une plage turque, le petit Elan. Ça a provoqué un émoi international et il y a eu effectivement pendant quelques semaines une forme d'angélisme du gouvernement. Ça a été souligné et dénoncé par tout le monde depuis 5 ans, et que Éric Zemmour fasse semblant de réinventer la poudre et aille devant le Bataclan pour raconter ça, c'est encore une fois grossier, vulgaire et indécent. Alors on va l'écouter parce que la technique est revenue nous participer à cette émission. Voilà, Éric Zemmour, donc ce matin, c'est pas devant le Bataclan hier soir, mais c'est donc ce matin, on l'écoute et on en discute. J'ai tenu des propos sur la réalité de la politique de François Hollande et de ses prédécesseurs, que je maintiens. Que d'ailleurs, François Hollande lui-même, c'est François Hollande lui-même qui le reconnaît. Et vous n'avez qu'à reprendre l'article du Monde, Le Monde, de 2016, qui explique exactement ce qui s'est passé, ce qui est conforme à tout ce que j'ai dit. Voilà. Donc je n'enlève rien, pas un mot, et je maintiens que rendre hommage aux victimes, c'est aussi dire arrêter de seulement se lamenter et d'allumer des bougies. Il faut aussi expliquer ce qu'on va faire et qu'il faut arrêter de se coucher devant cette guerre de civilisation qui nous est menée. C'est aussi rendre hommage aux victimes et je pense que c'est leur rendre un hommage beaucoup plus noble. André Roger. Écoutez, je crois que Marion Maréchal disait ce matin qu'il n'est pas aisé pour un observateur et commentateur de la vie politique de franchir le pas et d'être lui-même homme politique. C'est vrai que si Éric Zemmour avait travaillé à l'équipe, ça n'aurait pas fait de lui un concurrent crédible pour le championnat du monde de boxe. Alors lui qui aime tant Bonaparte, je l'invite à méditer cette citation, la politique c'est voir large et loin. S'agissant du Bataclan, bien évidemment, il faut se souvenir, dire aux familles des victimes que jamais nous ne les oublierons, et puis se projeter
se projeter. Comment ? En menant une guerre sans merci aux terroristes islamistes. Alors, j'ose espérer que nos services le font sur le terrain en neutralisant les islamistes à l'aval. Et ici, sur le territoire national, il faut le faire aussi sans merci. Marine Le Pen a déposé une proposition de loi contre l'islamisme, grâce à laquelle, notamment, la construction de la grande mosquée qui est en cours à Strasbourg, financée en partie par des fonds étrangers de la fédération proche des Turcs Miligorus, qui a d'ailleurs refusé de signer la charte du CFCM, la construction de cette mosquée ne pourrait pas être possible. Et puis, s'agissant d'Éric Zemmour, plusieurs choses. D'abord, pour être président de la République, il faut quand même entendre qu'il faut être capable, avoir la capacité de rassembler et de réconcilier les Français. Pour l'instant, les sondages semblent aller plutôt dans ce sens-là, plutôt que... Oui, vous savez, les sondages à 6 mois d'une élection, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ont le temps de dégringoler. Et ce n'est pas en tenant des propos clivants, notamment misogynes à l'égard de la moitié de la population française, qu'Éric Zemmour va réconcilier et rassembler les Français. On va revenir sur la thématique là, du jour, vraiment aussi cette responsabilité de l'État. Je voudrais revenir sur le fond du sujet, puisque c'est de ça dont il est question. On n'est pas sur la mosquée de Strasbourg, on est très loin de tout ça. En réalité, ça contribue parce que c'est dans les mosquées aussi que se font les prêches, D'abord pas dans toutes les mosquées, en faveur des terroristes. Et deuxièmement, là, c'était un peu différent de ce qui s'est passé. Mais bref, peu importe. On rappelle aussi que c'est François Hollande qui lui-même au procès a dit qu'il referait les choses exactement de la même façon, qu'il savait qu'il manquait de précision. Je n'ai aucune amitié, je n'ai jamais soutenu François Hollande, donc je suis assez libre de dire que sur ce qu'il a dit, il avait parfaitement raison. Ses anciens ministres, malgré tout. Il avait parfaitement... Je vous ai pas interrompu, alors laissez-moi, parce que c'était très long ce que vous avez dit. Donc laissez-moi développer tranquillement, et puis ça ira très bien. En réalité, ce qui s'est passé là est de nouveau une provocation inacceptable de la part d'Éric Zemmour. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est dans un moment de recueillement, et dans un moment de recueillement, ça a été dit par Éric tout à l'heure, on ne fait pas ça, on ne déclare pas ce genre de choses. Et deuxièmement, parce que sur le fond, il faut qu'il en dise plus. Si il a considéré que François Hollande et les gouvernements précédents, puisqu'il a rajouté, vous avez bien entendu ce qu'il a dit ce matin, et les gouvernements précédents. Les gouvernements précédents, c'était celui de Nicolas Sarkozy. Ce qui est d'autant plus ridicule que la crise avec la Syrie a commencé après le départ de Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy, il a aussi d'autres responsabilités sur ce sujet, en ayant démantelé un certain nombre de services de renseignement, et notamment les services généraux, vous le savez très bien. Sauf que vous parlez des victimes et des familles de victimes. La responsabilité de l'État, elle est aussi mise en cause par certaines de ces familles, justement, qui accusent l'État de ne pas avoir la vraie responsabilité, c'est de savoir, et la vraie question, c'est de savoir si M. Zemmour a des informations qui lui permettent de dire ça. S'il en a, qu'il nous les dévoile, qu'il nous les donne, parce que c'est grave ce qui a été dit. C'est quand même un ancien chef d'État qui est mis en cause, c'est un gouvernement qui est mis en cause, c'est gouvernements précédents qui sont mis en cause. Est-ce qu'il a des informations que nous n'aurions pas à nous dévoiler sur ce qui s'est passé ? Est-ce que peut-être, Antoine Léaumont, on peut écouter aussi l'intervention de Marion Maréchal sur le même sujet, on reste dans la polémique, et comme ça vous pourrez aussi réagir. Elle était l'invitée ce matin du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Elle est donc revenue sur ce qui oppose François Hollande et Éric Zemmour. N'aurait pas protégé les Français, et donc une intention de ne pas les protéger. Est-ce que vous condamnez ces propos ? Non, d'ailleurs je ne comprends même pas la polémique, et je ne crois pas que le RN ait dit quelque chose de différent, à juste titre, pour une raison simple. Je ne crois à aucun moment qu'il y ait eu l'intentionnalité, évidemment, de François Hollande de causer la mort de qui que ce soit, ça me paraît évident. Néanmoins, son irresponsabilité à l'époque est une irresponsabilité criminelle tout simplement parce qu'elle a entraîné la mort de personnes. Quand vous dites criminelle, ça induit une intention. Non, pas nécessairement. Je veux dire, ça peut. C'est une irresponsabilité criminelle tout simplement parce que François Hollande lui-même admet à l'occasion du procès que précisément il avait des informations certaines comme quoi les renseignements lui avait indiqué qu'il y aurait parmi le flot de réfugiés de potentiels terroristes envoyés par Daesh. Daesh, d'ailleurs, à l'époque, avait lui-même indiqué qu'il utiliserait ce levier pour pouvoir envoyer des terroristes. Le RN, à l'époque, il faut lui rendre hommage là-dessus, avait été le seul parti à alerter sur la situation dans l'indifférence générale parce qu'ils avaient eu vent de ces informations. Et non seulement François Hollande n'a pas bloqué les frontières, n'a pas régulé ces flux, mais bien au contraire, il s'est même entendu à l'époque avec Angela Merkel pour organiser l'arrivée de ces migrants de manière durable. Antoine Léaumont.
Oui, les deux, je vais mettre les deux dans le même panier parce qu'ils disent à peu près la même chose. D'abord, Éric Zemmour, à un moment donné dans sa déclaration, dit qu'il est venu là pour rendre hommage aux victimes. Il faudrait peut-être demander aux familles des victimes si c'est un hommage qu'elles considèrent comme juste. Et en l'occurrence, elles l'ont dit, elles considèrent que c'est un acte de division, un acte qui insulte la mémoire des victimes et qui est une prise de parole politicienne dans un moment où, au contraire, il faudrait se rassembler autour de l'unité de la nation. Même si, encore une fois, je rappelle, la responsabilité de l'État, elle est aussi remise en cause par certaines de ces familles. Je vais y venir sur la responsabilité de l'État, mais je prends les trucs un par un. Quand on veut rendre hommage aux victimes, déjà, on s'interroge auprès des familles des victimes. Bon. Ensuite, ce que fait M. Zemmour, c'est à nouveau introduire de la polémique et de la diversion. Parce que là, il vient parler de questions migratoires. Or, les terroristes du Bataclan, pour l'essentiel, c'est des gens qui sont nés en France. Donc, si on veut traiter la question du terrorisme, il faut être capable de la traiter de manière extrêmement sérieuse. Et la question du terrorisme se traite aussi en parlant du trafic d'armes, de la lutte contre le trafic d'armes. S'il y a une responsabilité de l'État à engager quelque part particulièrement, c'est aussi sur la lutte contre le trafic d'armes qui fait pas seulement des victimes du terrorisme, etc., mais fait aussi des victimes assez régulièrement dans des affrontements entre des bandes qui sont de plus en plus armées. Donc on voit que la gestion du terrorisme et des manières de pratiquer le terrorisme, c'est un sujet global, qu'il faut être traité de manière globale et donner en particulier davantage de moyens en renseignement. Quand on voit que la plateforme Pharos, par exemple, elle compte 27 personnes pour accueillir je ne sais plus combien de millions de milliers de signalements par an. Bon, là, on voit qu'il y a une question de moyens qui se pose. Et cette question de moyens pour les services de renseignement, elle est posée pas seulement dans le quinquennat de François Hollande, elle est aussi posée dans le quinquennat de M. Macron, malheureusement. Donc, sur ces sujets-là, Pharos vient d'être renforcé. Sur ces sujets-là, mais pas assez. Pas dire tout et n'importe quoi. Sur ces sujets, mais reconnaissez que Pharos a été renforcé. Simplement. Oui, mais pas assez. Bah oui. Pas assez. Ah oui, pas assez, mais ça a été renforcé. Oui, mais pas assez. Donc voilà. Alors dites-le si ça a été fait. Écoutez, 27 personnes pour traiter plusieurs dizaines de milliers de demandes, ça ne me semble pas assez, même en le renforçant. Mais c'est ça. C'est plus de 50 personnes. Donc, pour revenir sur ce sujet-là, quand M. Zemmour fait ça, il nous empêche de traiter le problème parce qu'il est en train d'exciter les peurs qui sont justement, c'est l'objectif de base des terroristes, que de faire en sorte qu'on ne réfléchisse plus de manière rationnelle et qu'on se divise les uns avec les autres. Monsieur Zemmour essaye d'enfoncer un coin qui est similaire. Quand il divise les gens sur la base de la religion, en disant par exemple l'islam n'est pas compatible avec la République, il sème un facteur de division qui est la même logique que celle que veulent faire les terroristes parmi nous, en faisant en sorte qu'on regarde les musulmans comme des adversaires, comme des ennemis qui seraient représentés par ces terroristes. Donc bref, sur ce sujet-là, sur ces sujets-là, il empêche de réfléchir. Sur ce qu'a dit... Sur la laïcité, sur des lois islamophobes, vous n'êtes pas non plus facteur d'unité nationale. Quelle loi sur la laïcité ? Alors, la loi sur la laïcité qui a été défendue par le sur ce qu'a dit... La loi séparatiste. La loi sur le séparatisme... C'est les mots... La loi sur le séparatisme était... Jean-Luc Mélenchon qui parle de loi islamophobe. La loi sur le séparatisme, effectivement, montrait du doigt systématiquement... Écoutez, quand on discute des you-you dans les mariages, quand on discute des... Il n'y a pas ça dans le projet de loi. Vous avez pas écouté ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Il a dit en particulier... J'ai bien écouté et j'étais choqué. Il a dit c'était une loi islamophobe. Il a dit en particulier... À la tribune de l'Assemblée nationale. Si vous écoutez, oui, il a dit abat votre loi contre les musulmans. Pourquoi ? Parce que cette loi, à l'intérieur des débats également qui étaient faits à l'Assemblée nationale, qui était ciblé sans arrêt dans les débats. Sur ce sujet, et il nous manque une voix qu'il faut qu'on réentende avant que vous puissiez continuer, c'est celle de François Hollande, qui lui aussi aujourd'hui est revenu sur la polémique. Écoute, il était chez nos confrères de Radio J. Les propos des extrêmes droites, puisque aujourd'hui nous en avons deux, et notamment les déclarations de Éric Zemmour sont à la fois infondées, indécentes et indignes. Indécent par rapport aux victimes, indécent le 13 novembre, indécent d'être devant le Bataclan, indécent de dire que c'est finalement le président de la République de l'époque, le gouvernement qui n'aurait pas fait son devoir, indécent de parler de guerre de civilisation devant le bâtiment lui-même, prenant en cause finalement le langage même des terroristes. Indécent ou cynique ? C'est enfin indigne. C'est indigne parce que ça laisse penser que ceux qui ont dirigé la France sont des criminels. Le dévoiement, qui sont dans une espèce de dérive, qui n'est pas simplement verbale, qui sont dans une espèce d'hystérisation, de manipulation et de mise en cause de la France en tant que telle, doivent être mis de côté dans le pacte républicain. Et tous ceux qui engageront des discussions avec ces personnages ou qui ne les dénoncent pas, d'une certaine façon, participent de cette dérive.
Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce que dit François Hollande. Il y a plusieurs droites aussi. Un mot sur ce qu'a dit Marion Maréchal tout à l'heure, parce que c'est assez intéressant. D'abord, elle soutient clairement ce qu'a dit Éric Zemmour. Bon, ça, c'est pas une nouvelle, c'est une confirmation. Donc, elle ne l'a pas condamné, la question était deuxièmement, elle nous a dit quelque chose de très intéressant, d'ailleurs, qui rejoint un peu ce que disait Éric Zemmour tout à l'heure. Elle nous a dit, si j'ai bien entendu et si j'ai bien compris, que le Rassemblement national, à l'époque, avait des informations qui laissaient à penser que des attentats, et notamment celui-ci, allait être commis. Alors moi, je demande à Mme Marion Maréchal de nous donner ces informations, comme celles que devrait nous donner Éric Zemmour. Oui ou non ont-ils eu des informations qui permettaient d'anticiper, puisque vous êtes au Rassemblement national, vous avez peut-être eu les informations, mais vous n'étiez peut-être pas à l'époque. Bon, bref, peu importe, vous pouvez vous renseigner. Donnez-nous ces informations, parce que ce serait un élément historique extrêmement important. André Rouget, vous avez réponse à cette question ? Écoutez, comme vient de le dire M. Dubus, j'étais pas au Rassemblement national à l'époque, j'ai pas d'informations particulières, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La politique, ça ne se fait pas dans le rétroviseur. Il s'agit pas de savoir si François Hollande était responsable ou pas. Je ne le pense pas. Il faut vraiment se projeter dans l'avenir et mener la lutte sans merci contre les terroristes islamistes. Ça passe par une surveillance des frontières, ça passe par une surveillance des flux migratoires qui arrivent dans notre pays, parce que contrairement à ce que vient de dire monsieur, des terroristes peuvent s'infiltrer dans ces flux migratoires, et puis ça passe par l'application d'une loi sévère contre l'islamisme et non pas contre le séparatisme, puisque la loi de M. Darmanin est une loi fourre-tout qui mélange un peu tout, les religions et l'islamisme, qui est une doctrine, une philosophie qui n'a rien à voir avec les religions, et c'est ça qu'il faut faire. Éric Schall, dernier mot là-dessus. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, les propos d'Éric Zemmour sont graves parce qu'il les prononce au Bataclan. Je ne reviens pas sur les portes ouvertes qu'il enfonce. On sait très bien, on le sait, on l'a vu dans tous les pays européens. Vous disiez qu'il n'y avait pas de lien entre le passage de migrants dans cette période-là et d'attentats terroristes. Enfin, sur les 9 terroristes, il y en avait deux qui venaient quand même par les frontières. Donc moi, ce qui me choque dans les propos de Zemmour, c'est pas qu'il enfonce des portes ouvertes sur des choses qui ont été dites depuis 5 ans par à peu près tous les acteurs politiques et d'une certaine manière même par François Hollande, c'est simplement qu'encore une fois, il insulte les mémoires des victimes en le faisant ça ce jour-là. Et comme vous l'avez dit, pardon, j'ai pas l'habitude de vous citer, mais comme vous l'avez dit, sans rien proposer. Comme d'habitude, Éric Zemmour arrive quelque part, fait une trumpade et ne propose rien à part provoquer une polémique, et on va parler pendant 24 heures de ce qu'il a dit. Il n'a rien proposé, il a juste choqué, et les gens se disent derrière, ah oui, mais il dit des choses vraies. Il n'a rien dit de vrai. Tout ce qu'il a dit là a été dit par énormément de personnes depuis 5 ans. Mais par contre, pas devant le Bataclan, c'est odieux. Alors, je vous propose une petite respiration avant de poursuivre sur les sujets de l'actualité. Un détail que vous n'avez peut-être pas remarqué, aucune communication n'avait été faite dessus, mais qui n'a pas échappé à certains journalistes politiques. Selon une information Europe 1 CNews, Emmanuel Macron a pris la décision de changer le drapeau français. Pas radicalement, rassurez-vous, il reste bleu, blanc et rouge, mais c'est désormais un bleu plus foncé que l'on peut observer. On va voir ça en image. Regardez, à gauche, le bleu d'avant, derrière le président Hollande. À droite, le bleu un peu plus foncé, choisi par Emmanuel Macron il y a déjà 1 an, paraît-il. Ça m'avait personnellement échappé, je ne sais pas, messieurs, si vous l'aviez remarqué. Un bleu, on le voit, hein, un peu marine. Alors, pardon de poser la question, mais un bleu un peu plus marine, ça fait penser à d'autres choses. Non, mais qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Comment l'interprétez-vous? Moi, d'abord, en fait, pardon, mais il n'y a pas grand-chose à interpréter, parce qu'en réalité, il est revenu au drapeau d'origine. On a une polémique, là, depuis quelques heures sur... c'est pas une polémique, c'est juste qu'on dit, tiens, on peut changer la couleur du drapeau. Choisit-il le drapeau du couleur? Oui. En fait, il revient au vrai drapeau, c'est-à-dire que le drapeau tricolore, il est comme ça. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a décidé en 1976 de le rendre un peu plus bleu-droit, mais en réalité, il y a une raison à ça, parce que, pardon, juste pour revenir sur les trois couleurs... Je corrige. Valéry Giscard d'Estaing, effectivement, en 1976, avait décidé d'éclaircir le rouge et le bleu. Les deux couleurs, exactement. Oui, et on avait dit que c'était pour le rapprocher du drapeau européen. C'était pas ça. C'est simplement parce que dans l'imaginaire français, le bleu France, le bleu roi, et ce bleu un peu plus clair. D'ailleurs, c'est le bleu utilisé par la marine. Et le bleu du maillot de foot. Non, sur la couleur du drapeau français. J'ai dit une petite respiration. Moi, je préférerais revenir sur les propos d'Éric tout à l'heure, sur ce qu'il a dit. Juste une remarque sur le drapeau. Sur le drapeau. Sur le drapeau.
drapeau, écoutez, on nous met en avant des raisons plus esthétiques, c'est un bleu plus élégant, et il revient aussi au drapeau tel qu'il était à la Révolution, après la Révolution en 93. C'est bien qu'Emmanuel Macron ait choisi de foncer un peu le bleu pour en faire un bleu marine que j'apprécie. L'essentiel étant qu'à terme, et conformément au discours de la Sorbonne qu'il a prononcé au début de son quinquennat, il ne substitue pas le drapeau européen à notre drapeau tricolore. Il n'a jamais dit ça. Comme chacun le sait, il y a toujours dans son discours de la Sorbonne, c'était pas ça du tout. Il a été très clairement tenant d'une Union européenne fédérale. Quel rapport avec le drapeau? C'est pas la question pour l'instant. Antonio Monceau, je sais que vous aimez bien l'histoire. Mais moi j'adore. C'est le fédéralisme. J'adore parce que précisément quand on parle d'histoire, ça provoque des débats et qui ne sont pas forcément des débats qui vont dans le sens des lignes politiques des uns et des autres. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'effectivement, on revient au drapeau français, au drapeau de la Révolution française et aux couleurs du drapeau de la Révolution française. Symbole très politique, là. Symbole qui était la mise du blanc, de la couleur du roi, entre les couleurs du peuple, les couleurs de Paris, le bleu et le rouge. Donc c'était l'idée d'une lutte, ça définissait la monarchie constitutionnelle à cette époque-là, et ensuite on l'a gardé pour définir l'encadrement du pouvoir des dirigeants par le peuple. Et moi j'ai été chercher dans la Constitution de 93 justement quelques petits éléments, parce que quand on veut prendre l'histoire et quand on veut être un révolutionnaire, il faut l'être de manière conséquente. Donc je suis allé regarder le préambule de la Constitution de 93 et il y a ces deux choses qui sont dites dedans. Le but de la société est le bonheur commun. J'ai pas l'impression que ça soit ce qu'est en train de faire Monsieur Macron. Et ensuite, la loi, c'est l'article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Vous voyez, c'est une constitution. C'est d'actualité. C'est une constitution qui elle-même est révolutionnaire. Je ne sais pas si avec Monsieur Mélenchon, on garderait un drapeau blanc. S'il vous plaît. Je ne sais pas si avec Monsieur Mélenchon, je vous ai pas coupé tout à l'heure. Simplement pour finir sur ça, si on veut se libérer de l'oppression de ceux qui gouvernent, l'oppression potentielle de ceux qui gouvernent, la mesure simple à mettre en œuvre, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Écoutez, soyons sérieux. Non, mais attendez, 30 secondes, je voudrais terminer. Sur l'affaire, non, parce que là, c'est quand même Emmanuel Macron qui est mis en cause. Chacun votre tour. J'aimerais bien répondre. On va laisser Jérôme Dubu et Éric Schell. À moins qu'Éric Schell réponde pour Emmanuel Macron, mais ce sera une nouveauté. C'est pas, dites-nous. Voilà. Donc, parce qu'en tirer des conclusions aussi politiques, voire politicienne. C'est pas anodin non plus. Il faut quand même pas. Mais il y a un peu d'humour, c'est piquant. C'est totalement anodin. D'ailleurs, avec M. Mélenchon, je ne suis pas certain. Moi, je serais très inquiet pour le drapeau français, bleu, blanc, rouge, parce que je ne suis pas du tout certain qu'avec M. Mélenchon, on garde le bleu, le blanc et le rouge. J'ai plutôt l'impression qu'on soit complètement rouge. Mais non. Totalement rouge à 100%. Adieu le bleu, adieu le blanc avec M. Mélenchon. C'est notre histoire, la révolution de 80. Ce que vous disiez sur les couleurs du drapeau. Vous avez justement dit que le drapeau français, c'est l'association d'abord des couleurs de la ville de Paris, le bleu et le rouge, qui viennent d'être tranchés au milieu par le blanc qui était la couleur du roi. Mais pourquoi le bleu s'est imposé en France et pourquoi le bleu est devenu la couleur des Français? Parce que dans le drapeau de Paris, le rouge représente la ville de Paris et le bleu, c'est le liseré au-dessus des fleurs de lys. Et en fait, le bleu, c'est à la fois le bleu des sans-culottes, des bleus et rouges des sans-culottes et des Parisiens, et c'est aussi le bleu de France. Et c'est pour ça que le bleu, c'est la couleur qu'on a tous en partage en France. Les royalistes avaient plutôt le blanc, les communistes, les révolutionnaires avaient plutôt le rouge, mais le bleu était en partage. Et c'est comme ça qu'il s'est imposé. C'est pour ça que c'est la couleur aussi de l'équipe de France. Et c'est ce bleu roi qui est devenu la couleur des Français. Et c'est un lien avec ce que je vous dis, parce que c'est pour ça que Giscard, en 76, a glissé du bleu classique, du bleu marine, du bleu de la marine française, vers un bleu plus clair, parce que pour les Français, ce bleu roi, c'était le bleu de la France, c'était le bleu France, et ça s'est imposé comme notre couleur. Et en fait, le bleu n'est pas noté graphiquement, il n'y a pas un pantôme bleu du drapeau français, mais le vrai drapeau de la France, c'est le bleu marine, mais on a pris le bleu roi parce que c'était la couleur que les Français aimaient, parce qu'il faisait notre unité. Donc non seulement ça fait débattre, et en plus on apprend des choses, on avait toute raison d'en parler, on se quitte pour une nouvelle page de publicité. On en vient à la crise migratoire et à cette situation qui continue de se détériorer à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Les migrants, majoritairement des Kurdes irakiens, sont coincés depuis des jours et la diplomatie internationale semble s'enliser. On va en discuter ensemble. Le Royaume-Uni demande aujourd'hui à Vladimir Poutine d'intervenir dans, je cite, la crise honteuse et fabriquée des migrants. Le Royaume-Uni qui a envoyé sur place une dizaine de militaires afin de fournir un soutien technique pour réparer ou consolider les clôtures. C'est la question de la responsabilité de la Russie, évidemment, qu'on discute aujourd'hui, et puis la manière dont l'Europe aussi peut réagir. Je vous propose d'écouter Marion Maréchal Le Pen sur cette crise, et puis ensuite on débat ensemble.
les Polonais sont évidemment légitimes et ils ne défendent pas d'ailleurs la frontière polonaise, ils défendent la frontière européenne. On a là le cœur nucléaire d'un sujet qui devrait être le premier levier de coopération entre Européens, la question de la protection de nos frontières communes. Mais l'idéologie de la Commission européenne empêche que ça soit pris à bras-le-corps. On voit bien que notamment Frontex, bien que les budgets aient été augmentés, il y a eu de nombreux rapports là-dessus, ne fonctionne pas, n'a pas un mandat clair, n'a pas un rôle qui est bien défini et qui du coup le rend efficace. Les relations d'ailleurs sont tellement exécrables entre la Pologne et la Commission que la Pologne a refusé que les gardes-frontières de Frontex interviennent parce que j'imagine qu'ils doivent se dire qu'ils vont davantage être là pour observer et faire des leçons humanitaires plus que pour véritablement aider. Donc, voilà, on va parler de tous ces thèmes. Il y a aussi la question de la souveraineté de la Pologne, et puis ce rôle de l'Europe. Doit-elle accueillir les migrants? Comment elle doit se positionner entre justement soutenir cet allié polonais et s'opposer à Vladimir Poutine? Je sais que vous allez tous réagir là-dessus. Peut-être André Rouget. Écoutez, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas l'Union européenne qui va régler le problème, puisque l'idéologie et la philosophie de l'Union européenne, c'est justement de favoriser la migration. L'Union européenne est porteur d'un projet qui s'appelle Asile et Migration, qui à terme devrait faire en sorte que 50 millions de migrants puissent s'installer en Europe. En l'occurrence, dans ce cas-là, les migrants sont bloqués à la frontière, ils n'ont pas encore passé les portes de l'Europe. Oui, ils n'ont pas encore passé les portes de l'Europe, mais c'est sûr que c'est pas l'Union européenne qui va régler le problème. L'Union européenne est quand même toujours dans une logique de favoriser les migrants. Vous savez, moi, en tant que député européen, je siège dans une commission qui vote les crédits des fonds européens pour le développement des régions, qui est présidée par votre ami monsieur Younous Omarjee. Et les crédits pour l'outre-mer, enfin les régions ultra-périphériques, sont passés de 4 milliards 300 millions à 1 milliard et demi pour les 5 prochaines années, au profit de crédits pour les migrants de 11 milliards 300 millions. Et votre ami M. Omarjee s'en est félicité, puisqu'il avait négocié et approuvé André Rouget, vous nous dites on favorise l'immigration. Là, on parle de migrants qui sont bloqués, d'une situation qui ne semble pas se débloquer, d'un bras de fer qui se joue entre l'Europe et la Russie. Le général de Gaulle disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, de Brest à Vladivostok. Alors, moi, je salue l'initiative de la Grande-Bretagne qui a lancé un appel à Vladimir Poutine, parce que il serait bien que l'on prenne l'initiative d'avoir des relations normalisées avec ce grand pays qui a toujours été un allié de la France dans notre histoire, qui a certes une gouvernance pas parfaite, mais qui en a une, et qui serions-nous pour porter des jugements et nous ingérer dans les affaires d'un grand pays comme la Russie. Et puis accessoirement, il faut rappeler que... On ne s'ingère pas dans les affaires de la Russie, là, on parle... Non, mais pour critiquer les affaires. Donc, et accessoirement, qui sort de 70 ans de dictature marxiste. La Russie, qui d'ailleurs, on le rappelle, dit officiellement nous n'avons rien là-dedans. La Russie, certainement, entend être consultée par l'Union européenne, Berlin ou la France pour intervenir et faire en sorte que les négociations règlent le problème. La question, c'est est-ce qu'on a le courage de s'opposer, de se dresser, de s'élever face à Vladimir Poutine? Est-ce qu'on peut rappeler, attendez, très rapidement. Jérôme, je te prie. Allez-y, Eric Salles. Oui. Non, mais attendez. Non, mais bien sûr, on débat. Accessoirement, moi aussi. Oui, mais les deux. Non, mais en plus, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'entends depuis un certain nombre de jours, bien entendu, qu'il faut que l'Union européenne doit aider la Pologne. Je vous le dis en préambule. Mais en même temps, la Pologne veut résoudre le problème toute seule. Je trouve assez amusant que depuis quelques jours, d'entendre la Pologne dire l'Union européenne ne nous aide pas, d'entendre dire le Rassemblement national en tête, Marine Le Pen, un certain nombre de ses porte-paroles, dire oui, mais que fait l'Union européenne? Aujourd'hui, si l'Union européenne est limitée dans sa capacité d'intervention, c'est principalement parce qu'il y a des forces qui s'opposent à pouvoir avoir une force européenne de lutte en matière migratoire. C'est la Pologne qui ne veut pas qu'on ait... Je vous ai écouté longtemps. Oui, mais je vais vous répondre là-dessus. Je vais vous laisser vous répondre, s'il vous plaît. C'est la Pologne qui s'oppose systématiquement à toute évolution d'une politique migratoire européenne. On n'est pas du tout dans un fantasme immigrationniste. On veut justement lutter pour protéger nos frontières à l'échelle européenne. C'est Marine Le Pen qui refuse en France une politique européenne. Parallèlement, c'est Marine Le Pen également qui défend systématiquement Poutine, la Syrie, son ami Bachar el-Assad et ces États qui aujourd'hui provoquent ces migrations à nos frontières et jouent avec nos frontières
frontière européenne. Et je trouve étonnant et indécent que les mêmes personnes qui provoquent en fait ces crises migratoires viennent nous dire maintenant il n'y a pas assez d'Europe. Je vais vous dire en un mot ce qu'il faut faire. En fait, le problème, effectivement, aujourd'hui, il est européen. Mais c'est pas parce qu'il y a trop d'Europe, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. On doit avoir plus d'Europe pour pouvoir lutter à nos frontières communes. Il faut un corps de garde-côtes aux frontières. Il faut un corps de garde-frontières pour l'Europe. Et quand il y a eu une erreur de Schengen, l'erreur de Schengen n'a pas été de supprimer les frontières intérieures de l'Europe, ça a été de ne pas permettre de faire plus triple ou double frontières aux frontières de l'Europe. Mais je voudrais bien répondre. Plus d'Europe avec une Europe qui a une idéologie migrationniste. Est-ce qu'on peut répondre? Allez-y. 30 secondes. Merci. Il faut quand même être assez naïf pour croire que cette affaire n'est pas organisée. Vous avez vos amis russes, vous venez de les défendre, sérieusement, et biélorusses, puisque la Biélorussie... J'ai parlé des Russes, je n'ai pas parlé des Biélorusses. C'est la même chose. Et d'ailleurs, les relations entre le président Loukachenko et Vladimir Poutine ne sont pas au beau fixe. Attendez, non, parce que moi je ne vous ai pas interrompu. Vous énoncez des affirmations qui sont fausses. Non, ce sont des vraies affirmations et j'ai les preuves, premièrement. Deuxièmement... Mais tout le monde sait que c'est une grande manipulation. Marine Le Pen défend Bachar el-Assad. Le président aujourd'hui biélorusse. Bachar el-Assad est en guerre contre les islamistes dans son pays. Donc il est en guerre contre les islamistes dans son pays. Je ne vois pas pourquoi on ne défendrait pas quelqu'un qui est en guerre contre les islamistes. On écoute Jérôme Dubu et on entendra Antoine Léaumont qui ne s'est pas exprimé sur le sujet. Évidemment, je rappelle ce genre de vérité, mais nous sommes en pleine manipulation. Enfin, regardez ce qui s'est passé. Une fois qu'on a dit ça, ok. Ces migrants. Non, mais c'est très important pour comprendre ce qui se passe. À cette manipulation, et à cause de laquelle d'ailleurs le sort de 10 000 la manipulation, il faut d'abord la reconnaître. Se joue en ce moment, il y a aussi ça au milieu. Elle est niée à ma droite, évidemment, parce qu'en réalité, ça gêne de reconnaître que c'est une manipulation. En quoi l'ai-je nié ? Mais parce que c'est pas du tout la politique migratoire de l'Union européenne qui est en cause. En quoi l'ai-je nié ? C'est la politique de provocation de M. Poutine. De prendre c'est très difficile de prendre des relations avec la Russie. Il faut laisser finir Jérôme Dubu, sinon on ne peut pas avancer. Est-ce que je peux continuer ? Je suis sans arrêt interrompu. Oui, mais vous énoncez des affirmations qui sont fausses. Non, on a les preuves qui sont très claires. Le président de la Biélorussie aujourd'hui a massé un certain nombre de migrants à la frontière polonaise pour faire de la provocation vis-à-vis de l'Union européenne. Il faut d'abord le reconnaître. Deuxièmement, quand le gouvernement polonais aujourd'hui, qui est effectivement une politique assez particulière vis-à-vis de l'Union européenne, vous pouvez le reconnaître néanmoins, refuse que Frontex intervienne, il doit en tirer les conséquences. Ou alors il est capable de maintenir l'ordre à ses frontières, et visiblement c'est pas le cas, et toutes ces photos que nous avons et ces images sont extrêmement choquantes. Il y a des morts de froid. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces migrants qui ont été massés, je le rappelle, par la Biélorussie? Ou la Pologne s'en occupe, point, ou deuxièmement, c'est l'Union européenne globalement qui s'en occupe. Mais il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester dans ces conditions-là. Antoine Léaumont. Je vais essayer de poser un petit peu les choses. Si vous pouvez me laisser développer sans interrompre, ça serait hyper sympa. Déjà, il faut regarder quelle est la situation réelle là-bas. Il y a, nous dit-on, 2 à 3 000 personnes qui sont, sont à la frontière. Il va faire -5 demain soir dans cette zone-là. Donc, des morts de froid, il y en a déjà eu, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Si on veut faire ce qui est notre devoir d'humanité, et la Pologne, qui se prétend l'ami de la chrétienté, devrait peut-être aller regarder les évangiles pour s'inspirer un peu de ce qu'il y a là-dedans. Si on veut faire notre devoir d'humanité, il faut régler cette situation et trouver une solution diplomatique. Ensuite, il faut regarder ce qui se passe réellement à cette frontière-là. On nous dit donc qu'on envoie des soldats britanniques. Que viennent faire les Britanniques ici, s'il vous plaît? Les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. Donc ils viennent sous une autre couleur, sous les couleurs de l'OTAN probablement. Or, les couleurs de l'OTAN sont celles qui précisément vont pousser à l'affrontement avec la Russie qui est donc de l'autre côté. Donc il y a une... attendez, si vous me laissez, s'il vous plaît. Le Royaume-Uni qui n'avait pas reconnu l'élection de Loukachenko. Non mais j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on nous dise, on nous dit qu'il y a des soldats britanniques, j'aimerais bien savoir... On parle d'une dizaine. Oui, n'empêche qu'une dizaine, j'aimerais bien savoir ce qu'ils foutent là. Parce que officiellement pour consolider les clôtures. Ok, mais j'aimerais bien savoir dans quel cadre. Est-ce que c'est un accord de la Pologne directement avec les Britanniques? Est-ce que c'est une opération de l'OTAN? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là alors que les Britanniques sont sortis de l'Union européenne? Fin de la parenthèse. Je dis juste qu'il y a une situation qui est complexe et qui inclut des troupes donc de l'OTAN. Ce qui est jamais très rassurant quand c'est pas si loin que ça de la frontière russe. Vieux réflexe. Simplement, ouais, peut-être. Simplement sauf qu'il y en a qui ont changé de côté entre les deux. Simplement pour finir sur ça.
ce qu'il faut regarder, c'est quel est l'intérêt du gouvernement. Là, toutes les images qui nous sont passées depuis tout à l'heure sont des images du gouvernement de Biélorussie. C'est-à-dire qu'il y a une bataille médiatique qui est engagée par le gouvernement. On a des équipes qui sont parties sur place, bien sûr. On a diffusé hier des reportages, d'équipes qui veulent se rapprocher de la frontière et qu'on empêche d'avancer. Ce que je veux dire, c'est que l'essentiel des images qu'on voit, c'est pas simplement pour mettre en cause votre chaîne, mais les images qu'on voit en ce moment, par exemple, c'est mis en bas, sont des images du gouvernement de Biélorussie. Donc, ils utilisent ces images pour créer un rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà vécu une situation comme celle-là. On l'a vécu en 2015. Et M. Erdogan faisait la même chose. Et qu'est-ce qu'il a obtenu ? 6 milliards d'euros de l'Union européenne pour régler cette crise migratoire. Donc, le président... Non, mais ils sont en train de... Mais c'est bien pire parce qu'ils sont en train de les instrumentaliser. Je dis qu'on parle a priori de 3000 personnes. Il faudrait regarder qui c'est aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce groupe de migrants, il y a des gens qui sont des Kurdes qui se sont battus justement contre Daesh en Syrie. Donc c'est des gens il y a quelques années, on appelait nos alliés. Donc on va laisser nos alliés mourir à la frontière de l'Union européenne pour 2 à 3000 personnes. Ça semble pas raisonnable, vous voyez. On parle d'un espace politique de 450 millions de personnes. J'ai du mal à comprendre qu'on tombe dans le panneau à chaque fois de ces provocations. Enfin, comment ces migrants sont-ils arrivés à la frontière ? Attendez, non, mais c'est très important. Ils ont été emmenés via et avec le soutien du gouvernement biélorusse à la frontière polonaise dans des avions. Enfin, oui ou non, est-ce qu'on est dans une manipulation ? Arrêtons d'être naïfs, enfin. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que l'Europe fait ? Comment elle réagit ? Est-ce qu'elle doit accueillir ces migrants ? Est-ce qu'elle doit hausser le ton Madame Le Pen va alors plusieurs choses pour répondre à mes détracteurs. La première, quand vous dites la Pologne ne veut pas plus d'Europe. La Pologne a une constitution dont elle considère qu'elle prévaut sur le droit européen. Qu'y a-t-il d'anormal à ça ? Vous voudriez qu'il y ait une souveraineté européenne. Marine Le vous Pen, souhaiteriez qu'il y ait une souveraineté européenne la qui prenne le pas et la Russie. Vous souhaiteriez qu'il y ait une souveraineté européenne. Écoutez, je vous ai pas interrompu. Vous me laissez parler. Vous souhaiteriez qu'il y ait une souveraineté européenne qui prenne le pas sur les constitutions des États et transformer l'Union européenne en un État fédéral. Je vous ai juste dit que nous avions besoin d'avoir une politique migratoire commune aux frontières de l'Europe. Et je vous dis que la raison pour laquelle nous ne l'avons pas, c'est parce qu'il y a des États comme la Pologne, comme la Hongrie, comme vos collègues au Parlement européen qui luttaient contre ça. Et après, quand on a le feu à nos frontières, vous dites que fait l'Europe ? Eh ben l'Europe ne peut pas travailler à cause de gens comme vous. Et moi je vous réponds que l'Europe ne peut pas travailler parce qu'il y a une volonté délibérée de la part de la Commission européenne, Madame le commissaire Johansson en tête, de favoriser une politique migratoire. La seule personne qui favorise l'immigration aujourd'hui, c'est Bachar el-Assad. C'est Bachar el-Assad qui est l'allié de Madame Le Pen. Quel pacte asile c'est pas en levant la voix que vous ferez plus entendre. Quant à Bachar el-Assad, allié de Madame Le Pen, c'est lui qui organise la venue Bachar el-Assad, Monsieur Schall, il lutte contre les islamistes dans son pays. Et il les envoie en Biélorussie. C'est un président laïque qui lutte contre les islamistes. J'entends votre fascination pour Bachar el-Assad, pour Vladimir Poutine et pour Loukachenko. Si vous souhaitez que les islamistes accèdent au pouvoir en Syrie et la transforment en base d'assaut, continuera de faire campagne avec l'argent des banques russes. Pour venir massacrer nos compatriotes, nos femmes et nos enfants. Un tyran qui massacre sa population. Moi, j'ai fait mon choix. L'ennemi pour moi. Votre choix, c'est Bachar el-Assad, Loukachenko. En cet anniversaire du Bataclan, c'est l'ennemi, c'est l'islamisme. Oui, donc vous soutenez Loukachenko. Votre allié, c'est Loukachenko, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. D'ailleurs, autant d'États qui financent la campagne de Madame Le Pen. Loukachenko, ai-je dit, entretient de très mauvaises relations avec Vladimir Poutine. Cela dit, c'est nouveau. On s'en est pas rendu compte. Tenez-vous informé un peu sur la politique internationale, révisez un peu. C'est ce qu'on fait. Ils entretiennent de très mauvaises relations et il ne me paraîtrait absolument pas absurde, compte tenu de l'histoire de nos deux pays, que l'Union européenne prenne l'initiative d'entretenir
de bonnes relations avec la Russie, qui est un grand pays et qui, dans l'histoire de notre pays, a plusieurs fois... On voit bien que les gens qui en France prétendent défendre notre souveraineté, nos frontières, en fait, sont les alliés des gens qui agressent les frontières de l'Europe. Aujourd'hui, les gens qui tiennent ce discours-là, Marine Le Pen, Éric Zemmour, sont les alliés de Vladimir Poutine, de Loukachenko, de Bachar el-Assad. Et il y a ce discours qu'il faut absolument... Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est l'Union européenne, Madame Johansson, qui favorise... Non, ce qu'on retient, c'est que c'est un test clair et net pour l'Europe et pour Emmanuel Macron qui prendra la présidence de l'Europe dans quelques temps. Je ne sais pas si on a retenu grand-chose. Non, on a débattu, malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. Merci à tous les quatre, en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo et à mettre des petits pouces bleus et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je les lis, ça m'aide beaucoup à progresser comme vous le savez. Et c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!